La plus grande classe d'actifs au monde est au bord de l'effondrement. Comment cela va-t-il impacter l'économie mondiale, plus précisément l'économie des États-Unis? Je vais répondre à cela pour vous en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue le marché immobilier chinois, la plus grande classe d'actifs au monde. Récemment, il a été évalué à plus de 60 billions de dollars. Et au cours des dernières années, cela a chuté de manière spectaculaire. Ils sont en mode crise en ce moment en Chine. L'industrie immobilière de la Chine s'effondre au ralenti. La Chine a construit trop, rapidement. Il y a de réels problèmes en Chine en ce moment. Commençons par examiner un graphique remontant jusqu'au T1 2020 jusqu'à aujourd'hui. À gauche, nous commençons à moins 6% d'une année sur l'autre. Cela monte à un positif de 4%. Et, comme vous l'avez probablement deviné, ce sont les prix des logements en Chine ajustés pour l'inflation. Maintenant, les prix nominaux et les prix réels sont très similaires car il n'y a pas eu beaucoup d'inflation en Chine, beaucoup moins qu'aux États-Unis, disons depuis la maladie de la cerveza. Mais au T1 2020, comme vous pouvez l'imaginer, les prix des logements ont baissé de 2% par rapport à l'année précédente. Je tiens à souligner, avant d'aller plus loin, que si cette ligne bleue monte, mais reste toujours en dessous de la ligne rouge en pointillé, les prix continuent de baisser. Mais ils baissent juste dans une moindre mesure. Donc, tout ce qui est en dessous de la ligne rouge en pointillé signifie que les prix baissent. Tout ce qui est au-dessus signifie qu'ils augmentent. Mais comme vous pouvez le voir dans la grande majorité de ce graphique, les prix ne montent pas. Ils descendent de manière significative. En fait, quand nous arriverons au T2 ou T3 de 2021, c'est à ce moment-là que nous aurons notre moment Wild, coyote. Ou ce que j'ai dit dans mes vidéos sur tableau blanc récemment, vous avez ce moment humide et sauvage où cela ressemble à l'une de ces glissades dans un parc aquatique où vous êtes tout en bas. Nous arrivons donc au T3 où les prix ont baissé de 5% d'une année sur l'autre. C'est très similaire à ce que nous avons vu lors de notre effondrement immobilier aux États-Unis. Et puis, en entrant dans 2023, les prix baissent un peu moins, mais où nous en sommes aujourd'hui, c'est exactement là où nous étions au T3, où les prix diminuent d'année en année de plus de 5%. Maintenant, vous n'avez pas besoin que je vous dise que c'est la zone pas bonne, pour le dire gentiment. Et rappelons-nous que cette classe d'actifs valait 60 billions de dollars et représentait 70% de la richesse des ménages en Chine. Laissez-moi le redire. L'immobilier représentait 70% de la richesse des ménages en Chine. Et aujourd'hui, il est en baisse de 30% au cours des dernières années, ce qui représente une diminution de 18 billions de dollars aujourd'hui, billions de dollars. Dans la richesse des ménages, en d'autres termes, le pouvoir d'achat. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo en ce moment se souviennent de ce que nous avons vécu aux États-Unis de 2007 à 2012. C'est à ce moment-là que notre marché immobilier a chuté de manière spectaculaire. Eh bien, à l'époque, cela a effacé 13 billions de dollars de richesse des ménages, soit 5 billions de moins, 5 billions de dollars de moins que ce qu'ils ont observé en Chine au cours des dernières années. Et il ne s'agit pas seulement de l'effondrement de la plus grande classe d'actifs au monde, il s'agit également du fait que cela se produit dans la deuxième plus grande économie du monde. Étape numéro 2. Passons maintenant en revue les détails de ce qui se passe réellement avec l'économie chinoise à la suite de cet effondrement immobilier. Je veux être très clair, l'effondrement du marché immobilier a un énorme impact négatif, mais cette implosion que nous observons avec l'économie chinoise est le résultat de bien plus que simplement l'immobilier. Plus à ce sujet dans l'étape numéro 3.
Passons directement à certains des principaux indicateurs économiques en Chine. Nous avons le marché boursier à 32,84 en baisse from a high of 61,24. Nous avons le taux de croissance du PIB à 0,7, incroyablement bas. Nous avons un taux de croissance du PIB de 0,7, un chiffre incroyablement bas. Pour l'économie chinoise, juste pour vous donner un exemple, le maximum était de 11,5 et ce chiffre de 0,7 est en baisse par rapport à 1,5. Donc, la tendance ne va pas dans la bonne direction. Et c'est exactement la même tendance avec le PIB annuel. Le taux de chômage est proche d'un niveau record à 5,3. Le niveau record est de 6,2. Le taux d'inflation est de 0,4 et cela est sur une base annuelle. Donc, d'un mois à l'autre, ils sont à 0. Et encore une fois, la tendance est à la baisse car les précédents étaient à 0,6. En fait, le mois précédent était de 0,4, donc une énorme chute juste au cours du dernier mois. Maintenant, souvent, la déflation est une bonne chose si l'économie se porte si bien qu'elle crée tant de biens et de services. Les prix baissent en réalité. Ce n'est pas le bon type de déflation, c'est le mauvais type de déflation lorsque nous avons une contraction du crédit et donc une diminution de la demande agrégée, ce qui entraîne une contraction économique. Par conséquent, le niveau de vie et le pouvoir d'achat de l'homme et de la femme moyen sont en déclin à un rythme très rapide, tout comme nous l'avons vu aux États-Unis pendant la crise financière mondiale lors de notre dernier effondrement immobilier. La confiance des entreprises est à 49,8 et je suppose que c'est comme les PMI où tout ce qui est en dessous de 50 représente en fait une diminution. Nous avons le PMI manufacturier qui est évidemment énorme en Chine. C'est en dessous de 50, indique contraction. Le PMI non manufacturier est à 50, en baisse de 50,3. Les services sont passés de 51,6 à 50,3. La confiance des consommateurs, je tiens à le souligner, est très proche d'un niveau historiquement bas, 50,3. La confiance des consommateurs, je tiens à le souligner, est très proche d'un niveau historiquement bas. Les ventes au détail, mois après mois, un chiffre négatif. Il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Mais quand on regarde tous ces indicateurs macroéconomiques, il est facile de voir, surtout quand on combine cela avec les 18 billions de dollars de richesse des ménages perdus, il est facile de voir à quel point la probabilité est très élevée. L'économie chinoise, la deuxième plus grande économie du monde, se dirige tout droit vers la récession, sinon vers quelque chose de bien pire. Étape numéro 3. Parlons maintenant de la manière dont ce qui se passe en Chine pourrait impacter l'économie mondiale et l'économie des États-Unis. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux souligner le fait que ce qui se passe en Chine pourrait non seulement avoir un impact sur les économies en dehors de la Chine, mais ce qui se passe en Chine pourrait dans une certaine mesure, représenter ce qui se passe avec des économies comme celle de l'Europe et des États-Unis. Par exemple, dans l'étape numéro 2, nous avons examiné comment ils faisaient face à une déflation pure et simple, pas celle qui est bénéfique. Plus précisément, l'IPP, l'indice des prix à la production, est en baisse. Alors, que signifie cela? Cela signifie que les entreprises qui produisent toutes ces choses doivent baisser leurs prix parce qu'elles n'ont pas de demande, non seulement de leur économie locale, mais la demande s'effondre également en provenance d'autres économies, des économies comme l'Europe et les États-Unis. Donc, vous voyez, une fois que vous commencez vraiment à regarder sous le capot, vous voyez à quel point toutes ces économies sont interconnectées. Et si nous avons un problème, ici, c'est souvent le résultat ou du moins aggravé par un problème là-bas. Mais maintenant, examinons cela à travers le prisme du système bancaire mondial. Vous savez que je parle tout le temps du système bancaire euro-dollar. Il est crucial pour la santé de l'économie mondiale. Donc, nous avons la Chine
Et disons simplement que la banque A et la banque B en Chine, et d'habitude, elles font des affaires entre elles, mais elles font aussi des affaires avec, disons, cette banque euro-dollar, où ils empruntent et prêtent de manière réciproque. Et aux États-Unis, nous avons C et D. Eh bien, rappelons-nous aussi, avant d'aller plus loin, que les États-Unis font face à un effondrement de l'immobilier commercial, pas encore dans la même mesure, mais cela impacte le risque de contrepartie pour les banques aux États-Unis qui sont connectées à la banque euro-dollar en dehors des États-Unis qui est connectée aux banques chinoises et vice-versa. Regardons donc un bilan très simple. Nous simplifions excessivement les choses ici, mais c'est pour la Banque de négociation mondiale, actif à gauche, passif à droite. Supposons simplement qu'ils aient quelques prêts auprès de ces banques chinoises. C'est pourquoi ils sont en rouge. Et puis, ils ont des dépôts de ces banques américaines. C'est pourquoi ils sont en bleu. Et sur leurs dépôts, ils paient 3%. Ces prêts rapportent 5% pour être remboursés. Ils empochent donc cette jolie marge de 2%. Mais maintenant, nous voyons le risque de contrepartie. En Chine, mon stylo est à court d'encre. Qui l'aurait cru? D'accord. Utilisons celui-ci en rouge. Je pense que nous avons de l'encre ici. Nous voyons donc le risque de contrepartie en Chine. Exploser à la hausse. D'accord, nous comprenons. Mais ensuite, la banque C et la banque D vont à la banque euro-dollar et disent « Eh, nous voulons un prêt ». Parce que nous essayons d'obtenir des prêts les uns des autres, mais nos bilans ne sont pas très bons, car nous avons beaucoup de ce bien immobilier commercial du côté des actifs. Donc, nous avons besoin de liquidités en dollars. Pouvez-vous nous aider? Ainsi, la banque euro-dollar examine l'ensemble de son bilan. Pas seulement ce qui se passe avec la Chine ou les États-Unis, mais l'ensemble de son bilan. Et ils disent « D'accord, avec mon bilan, le risque a-t-il augmenté ou a-t-il diminué? » Cela a beaucoup augmenté. Par conséquent, s'ils veulent élargir leur bilan, ajouter un autre actif, c'est-à-dire un prêt à l'une de ces banques, mais ils ajouteraient également une autre responsabilité de dépôt, cela signifie qu'ils vont devoir prendre encore plus de risques. Qu'est-ce qui les inciterait à faire cela? Eh bien, quelque chose. Il faut se mettre à leur place. C'est pourquoi j'ai mis WWYD. Que feriez-vous, vous le spectateur, si vous dirigiez cette banque de négociation mondiale? Eh bien, il y a quelque chose. Tout d'abord, vous pourriez simplement dire non. Non, je ne fais pas le prêt, je ne vais pas élargir mon bilan tant que je ne vois pas comment cela se déroule et potentiellement l'immobilier commercial ici. Ou ce que vous feriez, c'est que vous auriez besoin d'être compensé pour le risque supplémentaire avec l'ensemble de votre bilan. Donc, vous diriez, oui, nous allons procéder au prêt, mais cela sera à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Disons que vous créez cette responsabilité de dépôt supplémentaire à 3%, mais que vous facturez C ou D 6% alors que vous ne leur auriez peut-être facturé que 4% dans le passé. Ou ce que vous feriez, c'est que vous exigeriez qu'ils fournissent plus de garanties. Maintenant, quelles sont les garanties qu'ils pourraient utiliser? Ce seraient des titres du Trésor. Nous en reparlerons dans un instant, mais en résumé, cela va augmenter le fardeau d'acquérir cette liquidité de C ou D. Mettons cela en termes très simples. Vous avez une petite ou moyenne entreprise et chaque année, vous devez emprunter 100 000 $ juste pour couvrir la paie. Disons simplement que les comptes à payer ne correspondent pas exactement aux comptes à recevoir. Donc, vous devez emprunter. Disons que vous avez une ligne de crédit de 100 000 $ sur laquelle vous devez puiser occasionnellement. D'accord, que se passe-t-il si votre ligne de crédit que vous devez utiliser de manière assez constante pour faire fonctionner votre entreprise passe d'un taux d'intérêt de 3% à un taux d'intérêt de 6%?
cela grignote vos bénéfices, ce qui signifie que vous ne pouvez pas développer votre entreprise aussi rapidement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas embaucher plus d'employés ou si cela devient trop grave, vous pourriez même devoir commencer à licencier certains de vos employés. Et ce n'est pas seulement si le taux d'intérêt augmente. Disons que vous devez fournir une garantie à cette banque pour obtenir ce prêt. Donc, vous êtes un investisseur en immobilier multifamilial, disons, et d'habitude, tout ce que vous auriez à faire est de mettre 20% pour emprunter les 80% nécessaires à l'achat de la propriété. Mais maintenant, la banque dit non, 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 non. En effet, nous avons besoin de plus de garanties. Donc, l'année dernière, bien que nous vous aurions accordé ce prêt et que tout ce que vous aviez à faire était de fournir 20%, cette année, vous devez fournir 40%. C'est exactement la même chose. Vous êtes en mesure d'élargir votre entreprise moins ou, à un certain moment, vous devez réduire votre entreprise, ce qui signifie licencier des employés. Si vous licenciez des employés et que cela se produit dans tout le pays des États-Unis, que se passe-t-il avec la demande agrégée? Elle diminue. Que se passe-t-il avec le PIB? Il se contracte. Oh, mais attendez, il y a plus. Si vous étiez cette banque de négociation mondiale, vous auriez, en fait, une autre option. Une autre option, en plus de simplement dire non, de taper du pied et de refuser de vous accorder le prêt, de facturer un taux d'intérêt plus élevé ou d'exiger plus de garanties. Si vous vouliez élargir votre bilan, vous pourriez créer un autre passif de dépôt pour lequel vous devez payer 3%. Mais au lieu de prêter dans l'économie réelle et de prendre tous ces risques, il vous suffirait d'acheter des titres du Trésor. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, la courbe des rendements s'inverse en premier lieu. Les points de cette vidéo sont de mettre en évidence les problèmes rencontrés dans la deuxième plus grande économie du monde et de montrer comment cela pourrait impacter les États-Unis, mais aussi comment ce qui se passe aux États-Unis pourrait aggraver le problème en Chine. C'est pourquoi nous voyons leur prix à la production diminuer. Nous constatons cette déflation dans la mesure où nous la voyons, ce qui est évidemment un frein négatif pour leur économie, tandis que leur richesse s'évapore de 18 trillions de dollars, soit 5 trillions de dollars de plus que l'éviscération de la richesse des ménages aux États-Unis entre 2007 et 2012. Cela signifie-t-il que les États-Unis vont entrer en récession à cause de ce qui se passe en Chine? Non. Cela ne veut pas dire ça. Cela signifie simplement que les probabilités ont augmenté et, au fait, en général, il s'agit simplement de la courbe des rendements. Pour plus de contenu pour devenir riche et prospérer dans un monde de banques centrales incontrôlées et de grands gouvernements, consultez cette playlist ici et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.